Les investisseurs et leurs conseillers aiment la visibilité. Il est vrai que savoir un peu ce qui va se passer, avoir de la lisibilité permet de mieux investir. En contrario, les journalistes, eux, souvent préfèrent le mouvement source d'actualité. Le projet de loi de finances, les données économiques ont été transmises hier soir au Haut Conseil de stabilité financière. Il sera présenté la semaine prochaine au Conseil des ministres. Et vu l'Assemblée nationale que l'on a, je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. Je vous le dis, sur certaines antennes, on va souvent entendre priorité au direct. Nous, on attaque, générique. La Française, pôle d'expertise multispécialiste de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous présente Et plus encore. Allez, sommaire de notre émission où l'on va dézoomer. On va commencer par parler court terme avec le point marché de Nadine Trémolière, directeur de Primonial Portfolio Solutions. On regardera ce qui s'est passé sur les actions et sur les taux. À peu près, on va dire, un peu plus après 18h10, on retrouvera Georges Delataille pour son journal décalé. Et puis, un peu avant 18h20, ce sera le moment du débat. Et là, on commencera à regarder long terme avec nos invités. Objectif long terme, Nicolas Floriot, directeur du développement de l'UMR, et François-Régis Bernicot, président de directoire de Suravenir. On va s'intéresser à l'épargne retraite. L'épargne retraite qui, lorsque l'on regarde les chiffres, cartonne 5 ans après le lancement de la loi Pacte. Mais l'épargne retraite qui est également dans le collimateur, notamment d'un rapport de Charles-Amédée de Courson. Et puis, on va, j'imagine, discuter avec mes invités pendant une grosse demi-heure. Donc, vers 19h, on se retrouvera à nouveau avec une vision long terme. Ce sera Solutions Patrimoine avec Olivier Dagenac, le responsable de l'ingénierie patrimoniale de Viplus. Et on s'intéressera à un client tout particulier. C'est le chef d'entreprise. On attaque tout de suite avec le point marché. Le point marché avec Nadine Trémolière, directeur de Primonial Portfolio Solutions. Nadine, on attaque tout de suite, si vous le voulez bien, en regardant le tableau des actions. Et alors là, vous allez voir, il y a un chiffre qui nous impressionne sur la performance du mois de septembre. Plus 23,4% pour la Chine. La Chine se réveille ? La Chine se réveille, le monde tremblera à vous rappeler de cette citation de Pei-Rich, qui je pense a à peu près 50 ans. Oui, le marché s'est réveillé la dernière semaine, je veux dire, c'est même pas tout le mois, c'est vraiment la dernière semaine, avec un rebond terriblement impressionnant. Je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de techniques. Rappelons-nous, la Chine actuellement a perdu pratiquement 50% depuis 2021, donc ça fait quand même une grosse dépréciation par rapport au marché développé qui, eux, pendant ce temps-là, ont pris pratiquement 50%. Et puis, il y a eu pas mal de rachats de short par le fait qu'on est la Golden Week. Donc, effectivement, pendant une semaine, la Chine est enfermée. Je pense qu'il y a un petit peu de technique. Mais fondamentalement, les mesures qui ont été prises par le Politburo... Donc, on rappelle, il y a un plan de relance qui a été annoncé. Tout le monde l'attendait. Enfin, il est sorti. Enfin, il est sorti. Jusqu'à maintenant, on avait eu des petits plans, on avait des petites décisions de baisse des taux, de baisse des réserves obligatoires. Mais ça n'avait pas suffi. C'était trop homéopathique pour réellement impacter le marché. Là, ils ont pris des mesures à la fois monétaires, budgétaires, fiscale et sur l'immobilier. Donc, je veux dire, c'est l'ensemble de ces mesures qui, quelque part, a fait considérer le marché comme étant, on va dire, peut-être un peu plus porteur que ce qu'il a été dans les dernières années. D'accord, c'est quand même spectaculaire parce que quand on suit notre tableau, la Chine, depuis le début de l'année, se traînait en dernière position, etc. C'est une chevauchée fantastique. Oui, c'est aussi le signe d'un marché dans lequel les investisseurs avaient capitulé, un marché short. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi beaucoup de rachats de short qui ont permis cette progression spectaculaire. On va rester sur ce tableau et lorsque l'on regarde les performances, on a quand même un sujet qui apparaît de manière très claire. Il y a un moins sur la MSCI Europe, moins 0,4%. Un petit plus, le MSCI Europe Small Cap. Est-ce que boursièrement, l'Europe, c'est la loose ? Je ne sais pas si c'est la loose, mais tout au moins, on voit très bien que la problématique de l'Europe, on la connaît. Premièrement, il y a un parent malade, c'est la France. Peut-être qu'on y reviendra quand on parlera des taux. Mais très clairement, le CAC 40 est à zéro depuis le début de l'année.
Les autres indices... Alors, on dit ça boursièrement, parce que d'un point de vue économique, on a plutôt tendance à dire que le malade, c'est l'Allemagne. Le malade est oui, effectivement, l'Allemagne, c'est ça qui est le paradoxe. Hein, L'Allemagne est en récession et il y a des indices qui sont autour de pratiquement plus 13 ou plus 14 depuis le début de l'année. La France se tient peut-être un peu mieux. Est-ce qu'il n'y a pas un effet JO là-dedans? Mais quand vous regardez les PMI services ces derniers mois, il est quand même très sérieusement en zone de contraction. Donc, je pense que la France ne va pas si bien que cela. Peut-être que l'effet JO a été, on va dire, un sparadrap qui a un petit peu caché la misère. Mais fondamentalement, je veux dire, l'Europe, quand on voit vraiment quand les drivers de la hausse des marchés, l'intelligence artificielle et la technologie sur les États-Unis, on l'a pas en Europe. La baisse des taux, effectivement, on l'a eu un petit peu en Europe, mais sur une activité qui est quand même moins forte qu'aux États-Unis. Et puis, comme on l'a vu, les mesures chinoises, elles aident un petit peu indirectement l'Europe parce que on sentait que quelque part, à la fois les valeurs du luxe, à la fois les valeurs industrielles au niveau de l'Allemagne, on a besoin du moteur chinois. Mais on est pris entre deux feux et quelque part, on est un petit peu, effectivement, je vais reprendre votre expression, un petit peu la loose. Ok, alors on va maintenant regarder ce qui se passe du côté des États-Unis en regardant le tableau sur les taux d'intérêt. La première ligne, fait majeur. Entre fin août et fin septembre, les taux des Fed Funds ont baissé. On va dire qu'on s'y attendait un peu après Jackson Hole, mais l'ampleur du mouvement, 0,5%. Vous lisez les déclarations de Jérôme Powell comment? Je pense que vous vous surprenez. Alors, on l'attendait, le 0,50, 0,25, 0,50. Je pense que c'est pas très important. Ce qu'il nous a annoncé, c'est que fondamentalement, l'économie va plutôt bien. Hein, je veux dire, quelque part, tout le monde avait peur un peu d'une espèce d'arrivée d'une récession peut-être un peu trop rapide. Je pense qu'il n'y a pas d'éléments récessionnistes actuellement dans le marché américain. Il a baissé les taux de 0,50. Il nous a plus ou moins annoncé une ou deux autres baisses des taux avant la fin de l'année. Voilà, le marché est plutôt content de cette situation parce que on est dans un scénario, on va dire, un peu idéal, c'est-à-dire une baisse de l'inflation. La lutte contre l'inflation est très clairement gagnée, et puis une économie qui ne ralentit pas tant que cela. Et effectivement, c'est normal que maintenant les conditions monétaires s'assouplissent un petit peu. Mais vous vous dites quoi? Vous vous dites qu'on est rentré dans un cycle de baisse des taux, ou qu'en fait, bon, il va piloter en fonction des stats qu'il a, et puis il baissera pas, voire peut-être il remontera. Vous pensez qu'on est rentré dans un cycle ou ça va se traiter au cas par cas? Je pense que ça va se traiter un petit peu au cas par cas, mais malgré tout, on a des conditions qui sont quand même relativement dures par rapport au niveau de l'inflation. On est déjà toujours à 5% aux États-Unis. Donc on a une petite partie de normalisation des taux, et puis ensuite il ajustera en fonction de l'état de l'économie. Alors, petit zoom à nouveau sur notre tableau. Je voudrais qu'on regarde les deux dernières lignes. Ça s'appelle le spread de crédit investment et le spread sur le high yield. Je ne vais pas regarder les chiffres, je voudrais qu'on fasse un peu de pédagogie. Quand on regarde un spread de crédit sur le marché zone euro, on le mesure par rapport à quoi? Par rapport à la courbe allemande. Ok, donc voilà. Ce qui donne le là, c'est l'Allemagne, et c'est la raison pour laquelle, dans notre tableau, nous n'avons pas indiqué le taux de la France, mais nous avons indiqué le 10 ans allemand, qui était à fin septembre, à 2,12%. Aujourd'hui, le spread de la France, il est à combien? Aujourd'hui, il est autour de 74, mais on a vu pratiquement 80 BP. Rappelons-nous qu'avant la dissolution, on était autour de 30-35. Donc, il y a un vrai sujet sur la dette française. Il y a un vrai sujet, mais moi, j'ai une vraie interrogation. Attendez, vous êtes en train de me dire 74, ça veut dire que la France, qui est c'est pas le tip-top au niveau de la note, mais c'est quand même pas mauvais, grosso modo, se retrouve à avoir un spread qui est supérieur à de l'investment grade européen qui est moins bien noté. Oui, tout à fait. La France, c'est double A-, jusqu'à la prochaine fois, mais pour l'instant, on est toujours double A-. Le crédit, je pense qu'il est entre triple B, donc l'indice investment grade que l'on regarde est entre un triple B et un triple B+. Donc on voit qu'on a une vraie incohérence de notation ou de spread. Mais c'est vrai que voilà, le risque principal sur ces indices investment grade et aussi crossover, c'est à mon sens, il y a un élargissement, et encore une fois, c'est pas forcément le scénario central, mais s'il y avait une crise sur la dette française, il ne faut pas considérer que la dette privée serait complètement indépendante de la crise qui pourrait arriver sur la dette française. Votre regard sur la dette française aujourd'hui, vu le niveau du spread, c'est un risque ou c'est une opportunité? C'est un risque, très clairement un risque. Je veux dire, on connaît tous ce qui s'est passé il y a presque 10 ans, ou même plus de 10 ans, à la dette grecque. Je veux dire, on sait très bien qu'à 3% ou autour de 3% la dette française, il ne s'est pas passé grand-chose de mal. S'il y avait tout d'un coup... D'accord, donc vous êtes en train de me dire 80 points de base, c'est pas cool, mais franchement, c'est que dalle par rapport à ce que ça pourrait être. Un petit peu, oui. Ok.
Donc, si vraiment la crise s'intensifiait, 4, 5%, rappelez-vous ce qu'on a connu sans parler de la Grèce, ne serait-ce que de l'Italie et l'Espagne. Entre nous soit dit, l'Espagne actuellement a un taux de 10 ans inférieur à celui de la France, ce qui est quand même paradoxal. Ok, on regarde maintenant, on va passer tout de suite aux performances. Le fait majeur, septembre, plus 0,8% de progression pour notre allocation équilibrée, une allocation qui, je rappelle, a quand même une exposition marché qui est pas énorme, puisqu'il y a 45%, de fonds noirs. Je crois que ça doit être quasiment la meilleure performance mensuelle de l'année. Qu'est-ce qui a tiré les perfs? La Chine. On l'attendait depuis un certain nombre de temps. Rappelez-vous, j'avais gardé de l'émergent. Et c'est vrai que quelque part, c'est toujours un petit peu difficile d'expliquer que dans un portefeuille, on accepte d'avoir un moteur qui n'est pas forcément... En train de marcher. C'était le marché émergent, et dans lequel on sait qu'il y a 25-30% de Chine. Donc voilà, l'idée c'était de garder cette position, et moi je pense que c'est important de garder de temps en temps quelques fers au feu qui ne marchent pas aussi bien qu'on ne l'imaginerait, mais qui peuvent s'allumer, parce que personne ne pouvait imaginer que ce plan sortirait au mois de septembre. On attendait, mais ça faisait un certain nombre de mois qu'on attendait un plan chinois. Il arrive maintenant, on est content d'avoir du marché émergent, et donc on a des fonds émergents qui ont progressé de globalement 4% sur le mois. Donc ça, c'est le premier contributeur à la performance. Le second contributeur à la performance, on avait intégré un fonds de Rothschild qui s'appelle Ercovalor, qui lui a pris des positions relativement agressives sur la Chine. Donc une gestion très discrétionnaire. Voilà, exactement. Et quelque part, il a eu, entre guillemets, le courage d'aller s'exposer sur un marché qui était complètement délaissé par tous les investisseurs, qui sont quelques belles valeurs chinoises. Et c'est vrai qu'il a une très belle performance depuis le début de l'année. Il est à plus de 15%. Et il fait plus de 4% sur le mois. Donc lui aussi est un très bon contributeur pour notre fonds. Alors ça, c'était un des derniers arbitrages qu'on avait fait. De mémoire, c'était après la décision de réduire l'exposition sur les small cap européennes. On fait des arbitrages ce mois-ci ou... Non, on continue comme cela avec notre barbel pratiquement américain et chinois. Merci beaucoup Nadine Trémolière. Tout de suite, le journal décalé de Georges Delataille. La Française, pôle d'expertise multispécialiste de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous présente le journal décalé. Pour commencer, on va s'intéresser à nos auditeurs, les CGP. Est-ce qu'ils sont en forme? La semaine dernière, vous étiez comme moi, Jean-François, dans les allées de Patrimonia. Ils semblaient en grande forme, mais je vais essayer de vous le confirmer par du concret. Concrètement, les CIF sont la seule catégorie des professionnels du conseil qui a augmenté en 2023, et c'est une bonne tendance qui est aussi confirmée par le baromètre de Cardiff. Très concrètement, quelques chiffres, les CGP se développent. 67% des CGP interrogés déclarent que leur nombre de clients a augmenté au cours des 12 derniers mois. 47% constatent même un rajeunissement de leur clientèle. Ils élargissent aussi leur gamme de produits. 67% des CGP ont constaté des investissements accrus de leurs clients vers des placements moins risqués. Et, très bonne nouvelle, ils ont un regard très positif vers l'avenir. Leur confiance pour les 12 prochains mois est au plus haut depuis plusieurs années à 91%. Enfin, un sujet qui me tient à cœur, 82% des CGP considèrent l'IA comme quelque chose d'incontournable pour eux, l'intelligence artificielle. Et je peux vous annoncer en avant-première que j'aurai bientôt l'occasion de parler d'IA dans la France entière. Bien, Georges, sur ce point-là, je vous invite à être assez vigilant. Je pense que dans les jours qui viennent, il va y avoir une étude qui va être assez intéressante qui va sortir du côté de l'autorité des marchés financiers. Vous le savez, vous le suivez régulièrement. C'est le bilan annuel des CIF qui sont faits à partir des fiches qui sont envoyées aux associations professionnelles. J'entends l'enthousiasme sur l'augmentation du nombre de CGP. L'un des sujets majeurs, c'est quand même aussi l'activité, et c'est pas certain qu'elle soit aussi bien orientée que la création à suivre. On en parlera d'ailleurs dès qu'on a l'info sur le site internet de Et plus encore. Quoi d'autre? Et certainement, Joël décalé. Alors, autre sujet brûlant, on a beaucoup parlé en 2023, c'est la rémunération des CGP et toutes les différentes réglementations européennes. Les CGP ont de nombreuses obligations et ils peuvent parfois trouver quelques biais pour s'adapter. Par exemple, ils ont une obligation de projeter leurs frais sur la durée d'un contrat d'assurance vie. Une méthode pour simplifier le calcul est de projeter des frais théoriques et du coup de laisser au client d'adapter ces frais théoriques par rapport aux frais réels. Sur le secteur de la santé et de la prévoyance, France Assureur s'attaque à un autre sujet précis qui est le précompte et l'escompte.
Pourquoi? Pour protéger les intermédiaires de défaut de conseil. Ils ont une préconisation, limiter la durée entre le versement de la commission et la prise d'effet du contrat à, par exemple, un maximum de 2 mois et assortir le versement de la commission d'une clause de reprise de commission totale ou partielle en cas de non-prise d'un contrat in fine. Non-prise d'effet, bien entendu. Le débat sur les REM, c'est le débat éternel, bonne, mauvaise pratique. Juste puisque ce sujet du précompte est quand même plus un sujet effectivement prévoyance et santé. En revanche, sur le sujet de l'épargne, c'est assez étonnant de constater qu'aujourd'hui, les 2 produits qui sont dans le viseur, c'est les structurés et sur lequel il y a un groupe de travail à l'AMF et sur lequel il y a un groupe de travail au pôle commun ACPR AMF. Et les SCPI, 2 produits qui ont pour caractéristique d'avoir des rémunérations en upfront et non pas en récurrent. Sujet dont on reparlera certainement. J'ai un autre sujet pour vous. Quand est-ce que débute la responsabilité d'un CGP? Nous avons désormais une réponse précise, enfin au moins pour les opérations de défiscalisation. La jurisprudence des chambres de la Cour de cassation est désormais unanime sur le moment du point de départ. Le délai de prescription de l'action en indemnisation à la suite de l'échec d'une opération de défiscalisation contre le CGP court à compter de la manifestation du préjudice résultant de la violation du devoir d'information, de mise en garde ou de conseil. Donc très concrètement, ça débute au moment où ça a été constaté. Ça peut donc débuter très tardivement après la mise en place des défiscalisations. Alors, je ne sais pas si c'est valable pour le cas présent, mais j'ai encore réentendu l'autre jour Marielle Cohen-Branche, la médiatrice de l'AMF, se plaindre de la difficulté qu'avaient les CIF à rentrer en médiation. Donc, je vous invite à re-regarder sur la chaîne de YouTube du Plus Encore l'échange qu'on avait eu avec elle. Bon, naturellement, la médiation, quand on est sur des affaires lourdes comme certaines, il est clair que en général, ça finit en justice. Ouais. Et pour terminer, on va faire un peu de fiscalité. Nous avons souvent en plateau Olivier Dagenac dans Solutions Patrimoine. On avait parlé avec lui il y a quelques mois d'un bon moyen pour diminuer ses droits de succession de faire du démembrement. Olivier nous indiquait que la donation en démembrement d'une somme d'argent ne fonctionne plus avec la loi de finances 2024 et l'article 774 bis du Code général des impôts, mais qu'elle fonctionnait bien sur les contrats de capitalisation. Le BOFIP vient de préciser ça et vient de préciser ce cas précis des contrats de capitalisation. Sans cette précision, historiquement, il fallait juste faire une documentation quasi automatisée et on pouvait sans problème démembrer un contrat de capi. Maintenant, pour chaque opération, il faudra rédiger une convention avec grande attention, l'usufruitier ne peut plus en aucun cas prendre les fruits, sauf pour des cas très précis, comme par exemple, bien sûr quand c'est pas un but fiscal, donc par exemple pour financer une maison de retraite. Cette précision, elle peut sembler être une contrainte pour les CGP, mais elle peut aussi être une énorme opportunité parce que c'est un énorme moyen pour eux de mettre en avant leur capacité à faire du conseil de grande précision et de grande qualité. Donc un grand intérêt pour l'épargnant final d'aller voir son CGP. Eh bien, comme vous avez dit ça, je ne poserai pas la question à Olivier Dagenac qui sera avec nous tout à l'heure dans Solutions Patrimoine. Moi, perso, franchement, je ne suis pas convaincu. Alors, la profession est très contente du fait que le BOFIP précise les choses. Moi, je ne suis pas convaincu que le BOFIP ne va pas plus loin que la loi. Et ça arrive, je trouve, malheureusement, un peu trop souvent. Dans l'état de droit, l'administration ne fait pas la loi, c'est le législateur. Merci beaucoup, Georges. On passe tout de suite à notre débat sur l'épargne retraite. J'ai 5 ans, je suis le père. C'était le 1er octobre 2019 qu'effectivement le plan d'épargne retraite concocté par Bruno Le Maire via la loi Pacte voyait le jour. 5 ans plus tard, on parle d'épargne retraite dans cet objectif long terme. Fidèle au poste sur ce plateau, François-Régis Bernicot, le président du directoire de Suravenir, et Nicolas Fleuriot, le directeur du développement de l'UMR. On va donc parler retraite. On va faire un bilan de ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années. Puis, vous le savez, vous aviez vu hier le discours de politique générale du Premier ministre. Il y a beaucoup d'idées qui fusent, beaucoup de rapports. Donc, on va parler d'histoire, mais on va aussi parler d'actualité. On va tout de suite, si vous voulez bien, commencer par l'actualité, sans se spécifier sur la retraite. François-Régis, je voudrais qu'on regarde l'activité de Suravenir depuis le début de l'année sur l'assurance vie, c'est-à-dire le périmètre large, c'est l'épargne retraite, plus
l'assurance vie traditionnelle que l'on connaît. Comment ça s'est passé? Bonne année? Très très bonne année. Déjà bonjour Jean-François. Le marché de l'assurance vie cette année est très très dynamique en 2024. Les primes brutes, la collecte brute progresse de l'ordre de 15% et l'activité de Suravenir est dans cette tendance-là. Et ce qui est intéressant aussi, vous savez que Suravenir a une particularité, on a une singularité, c'est qu'on opère sur plusieurs segments de distribution. Alors moi j'en ai 3 en tête, j'ai les réseaux bancaires, j'ai Internet et puis j'ai les CGP avec Vie+. La dynamique est la même partout? Eh bien, vous nous connaissez bien. Et effectivement, cette année, on a tous les moteurs de la distribution qui sont à pleine puissance. L'activité bancaire se porte bien, on est en progression aussi de 15%, tout à fait en ligne avec les primes brutes du marché. Sur Vie+, on continue sur notre lancée, si je puis dire, puisque Vie+, on a beaucoup investi, Suravenir a beaucoup investi sur le marché des CGP, et ces investissements portent leurs fruits, puisque on a une croissance là qui est de l'ordre de 20% sur la collecte brute sur les CGP. On s'est vu sur le salon Patrimonia, vous avez pu voir le dynamisme de cette profession, qui même si elle se consolide, a toujours un vivier de croissance important, et c'est très important pour Suravenir, parce que aujourd'hui, la part de l'activité CGP chez Suravenir, c'est presque la moitié de la collecte. Et puis, Internet, qui avait été un moteur qui avait eu des difficultés. Voilà, et très très bonne nouvelle cette année. On est très heureux de voir de nouveau une croissance sur Internet. Et l'activité Internet, elle croît de 14% en collecte brute cette année sur Suravenir. Ok, c'est le dynamisme du marché, c'est aussi des actions commerciales. On a beaucoup parlé dans des acteurs qui collectent beaucoup de l'effet des boosts qu'il y a pu y avoir. C'est quelque chose que vous avez utilisé? Ah, clairement. On a utilisé tous les leviers pour, entre guillemets, tirer notre épingle du jeu dans un marché qui reste très concurrentiel. Le marché de l'assurance vie, c'est un marché où même si la croissance est forte, l'intensité concurrentielle est très forte. Elle est marquée forcément sur le fonds en euros par les opérations de bonification qu'on a tous fait. Et Suravenir en a fait aussi sur ces différents marchés. Et il y a aussi des investissements qu'on a fait sur les unités de compte. On essaie toujours d'être très innovant sur les supports qu'on propose à nos partenaires distributeurs et à leurs assurés. Alors, partenaire distributeur, je me tourne vers vous maintenant, Nicolas Florio. L'UMR, ça fait que de la retraite et ça ne fait pas d'assurance vie. UMR du groupe Vive. Dans l'actualité de ce début d'année, vous avez signé un nouveau partenariat? Exactement, un nouveau partenariat avec l'UNEP. Avant d'y revenir, pour un mot, alors bonjour Jean-François, voilà, bonjour à tous. L'UMR, pour mémoire, concepteur, assureur de PER, notre activité exclusive. 371 000 adhérents, 11 milliards d'euros sous gestion, et filiale du groupe Vive, voilà, premier acteur mutualiste. Donc effectivement, à Patrimonia a été annoncé ce nouveau partenariat avec UNEP, partie du groupe Altis, et donc il va toucher des CGPI et des courtiers. On s'en réjouit, ça vient élargir nos partenariats déjà établis avec La Place, Mesker, Placement Direct, Harmonie Mutuelle, MGEN. Voilà, apporter l'épargne retraite au plus grand nombre, puisque nous sommes société à mission, c'est l'une de nos ambitions. Société à mission, vous avez... c'est une déclaration, vous avez été audité? Alors, on a été audité précisément en juin dernier, donc voilà, cette qualité est confirmée, donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Et puis en termes de collecte, on a une très bonne dynamique sur les PER grand public dont on vient de parler. On a déjà atteint le niveau d'affaires nouvelles de l'année dernière, il va être dépassé. Et puis là, pour parler rien que de septembre, on a plus 16% par rapport à l'année dernière, donc une belle année en perspective. Ok, donc de l'UMR qui produit des produits d'épargne retraite, j'aurais tendance à dire à la fois pour du grand public type MGEN et des clientèles plus patrimoniales. C'est le genre d'accord que vous pouvez avoir avec Masscart, La Place ou encore la dernière annonce sur l'UNEP. Exactement, une gamme complète, point multisupport. François-Régis, je reviens vers vous. Avant qu'on rentre dans le dossier retraite, je voudrais qu'on voir à peu près ce que pèse la retraite dans votre activité. Désormais, France Assureur, tous les mois dans la publication de ces chiffres, annonce des chiffres globaux pour l'assurance vie et fait un zoom spécifique sur le PER. Vous, dans votre activité, ça pèse combien et est-ce que vous voyez une dynamique particulière ou pas sur cette thématique? Alors aujourd'hui, globalement, si vous regardez les chiffres de collecte qui sont publiés par France Assureur, la collecte sur le PER1, c'est de l'ordre de 14 milliards d'euros. Et le total des primes l'année dernière brute sur l'assurance vie, c'est 155 milliards d'euros, chiffre 2023. Donc moi, le raccourci que je fais, c'est que bon an, mal an, l'épargne retraite aujourd'hui, ça pèse 10% des flux de l'assurance vie. Et bien, chez Suravenir, on est dans la même tendance. L'année dernière, on a collecté 4,6 milliards au total et on a collecté 400 millions sur les PER1.
Et oui, il y a une dynamique parce que le PER1, c'est un produit quand même assez jeune. 5 ans, ça fait déjà 5 ans, mais l'assurance vie, nous, on est les acteurs de long terme. Et il y a clairement aujourd'hui toujours une dynamique de croissance sur ce produit. On y reviendra tout à l'heure dans les chiffres, mais j'en cite quand même un qui est spectaculaire, c'est qu'il y a aujourd'hui 10 millions de PER, donc 5 ans après le démarrage, 10 millions, c'est quand même un très grand succès. Ok, alors justement, on va se replonger donc en arrière. Nous sommes en 2019, la loi a dû être publiée, la loi Pacte a dû être publiée au mois de mai avec une entrée en application du PER à partir du mois d'octobre. 2019, juste si on refait un peu l'histoire, c'était une année importante pour l'UMR. Alors très importante pour l'UMR puisque c'est le début du développement des PER multisupports, d'une part, des PER multisupports grand public et patrimonial, deuxième percée importante, et des PER dédiés, puisque une proposition de valeur, c'est de pouvoir les personnaliser. On peut mettre aux couleurs d'un distributeur, personnaliser l'offre financière, personnaliser les garanties options, personnaliser les services digitaux. Donc année tout à fait importante. Vous diriez quoi? Le PER, c'est un succès? Oui, c'est un succès, parce que c'est en aussi peu de temps, comme disait François Régis, très beau succès. Les produits à retraite, là, ont rencontré un public, manifestement. On pourra le voir, c'est encore à élargir. Je crois que la souplesse qui a été donnée par la loi Pacte a beaucoup contribué. Donc la souplesse, c'est à la fois... D'accord, mais grosso modo, vous dites, la caractéristique, pour vous, qui est un acteur spécifique, puisque spécialisé sur la thématique de la retraite, vous dites, l'élément majeur de la loi Pacte, c'est qu'on crée enfin un vrai produit retraite, après toutes les tentatives qu'on avait eues auparavant et qui n'étaient pas... Exactement. Et ça rejoint le fait que la retraite, c'est le deuxième motif d'épargne des Français, alors qu'ils faisaient plein d'autres poches. Et là, on a un produit qui est dédié à cette problématique et c'est une très bonne chose. François Régis, je reviens vers vous. Vous êtes un homme de chiffres. Vous nous avez dit tout à l'heure 10 millions de détenteurs. Les chiffres démontrent que le PER est un succès? Oui, alors aujourd'hui, il y a une part de transfert dans ces 10 millions qui a aidé aussi au démarrage, mais clairement aujourd'hui, on a des volumes de souscription qui sont toujours importants, à la fois en nombre et aussi en encours. Alors c'est un peu difficile à cette période-là de l'année de dire, nous ce qu'on constate, c'est qu'il y a toujours une croissance de la collecte sur le PER1 cette année chez Suravenir, mais comme une grosse partie de la collecte se fait quand même en fin d'année, notamment pour ceux qui optimisent leurs impôts en faisant des versements, il faut toujours attendre, si je puis dire, janvier l'année prochaine pour faire un bilan global de l'année. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours une croissance de la collecte. La part des transferts, elle a tendance à diminuer quand même, mais c'est entre 25 et 28% de la collecte. Sur le marché, chez Suravenir, c'est la même chose. Et puis on a des projets de développement aussi. On a des projets de développement sur le PER1 pour élargir la liste des distributeurs qui distribue le PER1. Ok, aujourd'hui en PER1, vous avez un PER1 pour le segment bancaire, un PER1 pour le segment CGP et un PER1 pour le segment Internet? Exactement, on a un PER1 par marché parce qu'en fait, les caractéristiques de ces différents segments de distribution sont différentes, donc les frais de gestion sont aussi différents. Je reviens vers vous, Nicolas, puisque vous aussi, vous avez une typologie de clientèle qui est différente selon les distributeurs. Est-ce que vous observez justement cette différence de saisonnalité avec potentiellement plus de versements réguliers sur les produits grand public et plus de versements ponctuels avec objectif fiscal en fin d'année pour les PER patrimoniaux? Oui, c'est assez différent. Sur les grands publics, on est beaucoup en versement programmé, donc toute l'année, et essentiellement en gestion pilotée. Là où sur les patrimoniaux, on est plus en gestion libre, donc plus en fin d'année. Et pour l'illustrer, T4 pour nous, c'est 41% de la collecte, et le seul mois de décembre, c'est 25%. Donc on a effectivement l'accélération décrite. Vous prenez les opérations tardivement sur les PER1 d'ailleurs, parce que quand on dit dernier trimestre, il y a toujours le truc en disant « Est-ce que mon opération va bien être enregistrée ?» Il faut se manier ou les flux sont... Les tuyaux fonctionnent que même si je passe le 22 décembre, je serai pris en compte? Le plus tôt, le mieux, mais on est en train de repousser. Maintenant, avec les opérations digitales, il y a quand même moins de stress. C'est sûr que si vous envoyez une souscription, par contre, le 28 décembre, on ne vous la prendra pas. Mais jusqu'à avant Noël, il n'y a aucun problème. Ok, je reviens sur les clés du succès. Pour vous, ça a été quoi? Qu'est-ce qui fait que soudain, alors que le PER n'avait quand même pas affoler les foules, qu'est-ce qui fait que soudain la mayonnaise a pris?
Je pense que c'est la liberté qui a été donnée, liberté à la sortie déjà, pouvoir choisir rente, capital, mix des deux. La transférabilité aussi, qui permet aussi de regrouper l'épargne. Et on sait que, voilà, en termes de lutte contre la déshérence, c'est aussi tout à fait important. Le fait qu'un des cas de sortie anticipée soit la résidence principale, c'est intéressant aussi parce que finalement l'immobilier, ça fait partie de la palette pour se préparer à la retraite. Donc c'est l'ensemble de tout ça. Et puis un mouvement finalement qui s'est porté sur l'ensemble du marché, sur l'ensemble des distributeurs qui s'en emparent. Et ça fait... Votre sentiment sur les clés du succès, François-Régis? Alors, je souscris à tout ce qui a été dit par Nicolas. Je me permets juste une petite remarque. Il y a un point qui vient d'être cité, c'est-à-dire la sortie en résidence principale, qui n'était pas souhaitée par le ministre à l'époque. C'est son cabinet qui lui a imposé. Ce qui est d'ailleurs assez drôle dans la conception du produit, parce que potentiellement, ça a quand même été utile. En fait, le point aussi qui est important, c'est que ça a facilité la compréhension de ces mécanismes, parce qu'il y avait beaucoup de mécanismes préexistants, épargne salariale, épargne retraite, qui sont des mécanismes un peu compliqués, qui sont d'autant plus compliqués que les salariés maintenant ont plus d'employeurs que par le passé, et donc parfois ils oublient qui sont ces dispositifs. Donc un des points très intéressants du Perrin, c'est que c'est un produit plateforme sur lequel on peut transférer tous ces dispositifs. Ok, on dit le père a bien réussi. On a un satellite là, qui nous dit les chiffres qui démontrent le succès du père, entre parenthèses, 1. Est-ce que le grand gagnant de tout ça, c'est pas le Perrin? C'est vrai qu'on se disait à l'époque, quand on a eu la loi Pacte, mais finalement, la retraite, c'est des choses qui doivent passer par l'entreprise, la contribution des entreprises pour aider leurs collaborateurs, etc. Donc, on pensait presque au début que ça serait la grande victoire du collectif sur l'individuel. C'est a priori la grande victoire de l'individuel sur le collectif. Vous partagez ce sentiment-là? Les chiffres le montrent, oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un sens au payeur collectif pour autant. Vous en avez fait du collectif ou n'en faites plus? Pourquoi? Oui, alors on a fait du collectif. On n'en fait plus parce qu'en fait, les réseaux de distribution qui distribuent les contrats de suravenir, en fait, ne sont pas présents sur les décideurs qui opèrent sur les contrats collectifs. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on a arrêté, en fait, notre offre collective. Et par contre, à l'inverse, on est très pro-Perrin, parce que là, pour le coup, c'est un produit qui est distribué par nos partenaires habituels qu'on a sur l'assurance vie. D'accord. Donc, grosso modo, le collectif, c'est plus un sujet de directeur financier et de DRH, et que le Perrin, c'est plus un sujet de chef d'entreprise ou de cadre. Ou client particulier, indépendant. Mais c'est exactement ça. Et aujourd'hui, les réseaux avec lesquels Suravenir travaille, sont pas des réseaux qui sont en capacité de distribuer ces contrats collectifs. Ok, si je continue à regarder un peu les matchs bilan de ce qui a fonctionné, donc le Perrin l'a emporté a priori nettement sur les autres formules. Le Perrin peut se décliner sous différentes formes, assurantiel ou compte titre. Là-dessus, il n'y a pas de match. C'est assurément le Perrin assurantiel qui l'a emporté. Vous avez dans votre offre des Perrin multi-supports, comme la majorité des assureurs. Vous avez également des produits en points. Quelle est la caractéristique et l'avantage inconvénient du point par rapport au multi-support? Effectivement, on est bilingue en matière de PER. Donc déjà, ce sont deux types de formes de capitalisation. La différence, c'est que le PER en point est une forme de capitalisation collective, là où le multi-support est de la capitalisation individuelle. Capitalisation collective, c'est-à-dire qu'on va mutualiser et la dimension financière et la dimension espérance de vie. Or, tout le monde croit qu'on aura surestime un peu ce qu'on va avoir en termes de retraite publique et sous-estime son espérance de vie. Donc voilà, mutualiser l'espérance de vie, ça a beaucoup de sens. C'est un régime où 100% de la richesse créée par les produits financiers est redistribuée, après déduction des frais de gestion évidemment, à la communauté des adhérents, versus 85% pour les multisupports. Est-ce que le point, c'est un côté communautaire? En l'occurrence, c'est distribué par plein de gens, mais le cœur du dispositif, c'était quand même la MGN. Donc l'éducation nationale. Est-ce que le système par points, quelque part, implique le sentiment d'appartenir à une communauté pour le client final? Alors, éducation nationale, fonction publique, alors ça a sans doute été très vrai par le passé, je pense que ça l'est encore. C'est pas l'unique motivation, mais effectivement, c'est de la capitalisation collective, avec la force de ça, et de pouvoir avoir en fait un panier d'investissement géré par l'assureur et qui, du coup, permet d'aller chercher des classes d'actifs qui ne seraient pas accessibles à un particulier. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? On est 5 ans plus tard, on a un gouvernement
qui veulent nous faire plein de propositions. Mais vous, quand vous voyez le système, aujourd'hui, vous vous dites, qu'est-ce... Alors moi, j'ai une idée assez simple, mais qui est pas unanimement appréciée. Aujourd'hui, les défenseurs du Perrin, ce qu'ils veulent, c'est conserver une caractéristique épargne retraite dure. Ce qui est logique, puisque ça vise à préparer la retraite, et donc il faut que les sommes soient investies de façon longue et durable, et c'est comme ça que ça contribue aussi au financement de l'économie. Moi, je trouve quand même, pour écouter les clients, que quand on leur dit que les sommes vont être bloquées pendant longtemps, ils mettent beaucoup moins. Et je trouve que élargir les conditions de sortie anticipée, même si ce sera des opportunités qui ne seront pas forcément utilisées par les clients, c'est de nature à les rassurer et du coup ils mettent plus. Et donc moi je militerais, je milite en fait, à un modeste niveau, je milite finalement pour qu'on puisse élargir un peu les conditions de sortie, pour justement au moment de la souscription et surtout au moment des versements, pour que le client ne se dise pas « ouais finalement je ne vais pas mettre grand chose parce que je ne sais pas trop bien qu'est-ce qui va se passer dans les mois, dans les années qui viennent et j'aurai peut-être besoin de cet argent ». Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin aussi un peu de simplification? Parce que officiellement, on va être très cool, mais Bruno Le Maire a passé son temps à nous vendre que c'était un truc simple. Quand vous faites un arbre de décision entre la possibilité fiscale de défiscaliser, de pas défiscaliser, les différents types de PER, etc., pour les distributeurs, c'est quand même c'est pas un exercice facile. J'imagine même d'ailleurs que le choix de la fiscalité d'origine, il y a quand même pas mal. Le client final, il doit être, et son distributeur aussi, doivent être, un peu largués quand même. On a fait une simplification à la française, donc ça veut dire qu'on a encore du chemin à parcourir, notamment sur la fiscalité, à l'entrée, à la sortie. Donc oui, il y a un enjeu de simplification. Il y a aussi un enjeu d'information, d'éducation financière. Voilà, de préparer sa retraite, c'est pas que avec un livret A et un compte courant quand on a 30 ans devant soi. Donc ça, c'est un point important. Je rejoins François Régis sur, et ça faisait écho au point que j'évoquais sur la souplesse et la liberté donnée, le côté un peu enfermant peut être un frein. Donc plus de souplesse, ça peut être une proportion d'ailleurs qui soit pas concernée par l'effet tunnel. Il y a plusieurs solutions possibles pour l'élargir. Et effectivement, on a un enjeu en fait à élargir la diffusion. C'est un produit qui a rencontré son public auprès des cadres. On voit qu'on a aussi des jeunes, des fonctionnaires qui s'en emparent. Mais comment on peut accroître la diffusion du PER, c'est un vrai bon sujet. Ok. Alors maintenant, on a fait un peu l'histoire, les 5 dernières années. Si vous le voulez bien, maintenant, on va rentrer dans l'actualité. L'actualité qui est certaine sur un certain nombre de choses, incertaine sur un certain nombre d'autres choses, puisque vont débuter sous peu les débats parlementaires sur la loi de finances et a priori, ça va quand même fuser à peu près dans tous les sens. Puisque tout à l'heure, le cabinet du ministre expliquait qu'il allait avoir un projet de loi de finances déjà qui allait présenter, mais que le gouvernement allait lui-même amender son projet de loi de finances parce que tout n'avait pas pu être calé avant la transmission au Conseil de stabilité financière. Donc, entre le projet initial, ce que rajoutera le gouvernement, ce que rajouteront les députés, ça va être la fête au village. Commençons donc par ce qui est sûr. Ce qui est sûr, c'est que d'ici la fin du mois, il faut... alors, est-ce que tout le monde sera prêt? C'est pas évident. Mais il faut mettre, avec la loi industrie verte, du non-coté dans les profils de l'épargne retraite. Nicolas Floriot, où en êtes-vous aujourd'hui dans vos réflexions sur ce sujet-là? Parce que, là encore, pardon, mais non-coté, ça veut tout et rien dire. On peut faire de la dette, on peut faire des actions, on peut faire tout un tas de choses. Vous, votre cahier des charges et votre réflexion, c'est quoi? Bon, d'abord, c'est de se rappeler que c'est quand même une bonne chose, cette réflexion, parce que financer l'économie réelle, financer les transitions, avec un horizon long terme très cohérent avec la retraite. Ensuite, on a 3 sujets aujourd'hui. D'abord, un premier sujet de sélection de fonds, avec une offre qui est pas pléthorique. Donc, on voit que le marché se met en mouvement. Ce sont des fonds qui vont devoir s'insérer dans des grilles de gestion pilotées à horizon, donc qui vont demander une stabilité. Donc, ça veut dire qu'on va rechercher des fonds dits evergreen, donc perpétuels. Donc déjà, ça resserre un peu le... D'accord, donc ça, la logique, c'était un peu une logique liquidité, en train de se dire, on va se prendre un truc sur lequel on va devoir assumer la liquidité, ça serait quand même pas mal que le fonds prenne sa part du travail. Alors ça, c'est le deuxième sujet. Juste avant, pour répondre sur le premier, dans la sélection de fonds, nous, on va être focalisé article 8, article 9, et on a un vrai enjeu que ça soit cohérent avec nos politiques d'investissement durable, notamment nos critères d'exclusion. Alors après, effectivement, Jean-François, le sujet de la liquidité,
Comme c'est un produit peu liquide, il faut quand même le rendre un peu liquide pour les cas de sortie anticipée, les cas de transfert. Et donc là, c'est l'assureur qui prend ça en charge. Donc effectivement, il faut regarder ça de très près. Il y a plein de modalités, des poches de cash, des actions cotées, des clauses de sortie. Donc ça s'étudie de près. Et troisième sujet, c'est une vigilance sur les frais. Même si c'est une classe d'actifs qui va servir plus de rendement, il faut que tout ne soit pas grignoté par les frais. François-Régis, vous êtes prêts, vous? Ah oui, nous, on est prêts. On sera prêts le 24 octobre. On y a mis un point d'honneur. Un point d'honneur parce qu'on est très appétant sur le terrain. Et puis surtout, parce que le texte Industrie verte, c'est parfaitement en phase avec la stratégie de Suravenir, qui est un assureur qui est à fond pour la finance durable. Et là, l'objectif de ce texte-là, c'est bien de flécher l'épargne de nos clients au service du financement des transitions et de l'économie de manière générale. Donc nous, on a effectivement fait des choix dans les supports qu'on propose déjà, puisqu'on a déjà des supports qui sont non cotés, qu'on propose dans le cadre de l'assurance vie. La gamme tremplin? Voilà, exactement, la gamme tremplin qui était déjà disponible dans le terrain. Donc on a présélectionné un certain nombre de ces supports qu'on a mis dans les allocations. C'est pas des choix définitifs. On verra en fonction de l'évolution de la collecte. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on démarre le 24 octobre. Plutôt des produits de dette ou plutôt des produits de fonds propres? Aujourd'hui, c'est plutôt des produits de dette qu'on a mis dans ces allocations-là. Mais on ne s'interdit pas de mettre aussi des produits de capital d'investissement. On en a un d'ailleurs, mais je ne communique pas sur les noms des fonds qu'on a présélectionnés. Et on a des produits qui sont en private equity aussi dans l'allocation, mais en pondération plus faible. Ok. Moi, j'ai quand même une question à vous poser, parce que il me semble qu'il y a quand même un gigantesque malentendu sur ce texte-là. Loi industrie verte, il faut mettre du non-côté. Donc on se dit industrie verte, vert, joli. Sauf erreur de ma part, a priori, dans le système actuel, si demain je décide de monter une boîte qui va faire des forages pour retirer du pétrole ou faire du gaz de schiste, j'ai aucune interdiction qu'on me mette comme unité de compte dans un contrat d'épargne retraite sous prétexte qu'on finance une boîte qui se développe. Vous allez mettre des garde-fous? Alors, vous avez tout à fait raison déjà. Donc ça, on va traiter ce sujet-là avec un autre outil que Suravenir déploie, au même titre que le groupe Crédit Mutuel Arkéa. C'est ce qu'on appelle les politiques sectorielles. C'est-à-dire qu'on a des politiques sectorielles, notamment en tant qu'investisseur, qu'on utilise sur nos fonds en euros, mais on est aussi vigilant à les appliquer sur un certain nombre de référencements. Et donc, on est attentif dans la sélection des fonds à ce que la société de gestion partage nos ambitions et partage aussi et applique nos politiques extrasectorielles. Voilà. Ok. Idem, là aussi, parce que de toute manière, en pratique, sur la raison de liquidité, le bilan de l'assureur peut potentiellement récupérer ces produits-là, donc il vaut mieux qu'ils soient compatibles avec la stratégie d'investissement de l'assureur. Exactement. Cette loi industrie verte, elle n'arrive pas hors sol. Elle s'intègre dans tout un écosystème donc d'investissement durable avec ses exclusions et ses choix, son attention à l'ESG, à l'extra-financier. Donc c'est ça qui va permettre de faire une cohérence. Ok, deuxième sujet, puisqu'on parle de la loi industrie verte, le PEAC. Pour l'instant, on ne peut pas dire que tout le monde se précipite. Ça vous inspire quelque chose? Nous, on est focalisé retraite. Et en fait, même si ce n'est pas les mineurs, il y a beaucoup à faire auprès des jeunes. François-Régis? J'aurais bien aimé qu'on en fasse un. Ouais. J'aurais bien aimé qu'on en fasse un. Le marché est étroit, c'est vrai, le marché est étroit, mais encore une fois, c'est un produit aussi qui incarne à son niveau cette nécessité de flécher l'épargne des clients au service du financement des transitions. Bon, j'aurais bien aimé effectivement qu'on en lance un. Nicolas, je reviens vers vous. Vous disiez, nous on est focalisé retraite. Je suis un peu farfouillé dans votre offre pour préparer cette émission. Vous avez un service qui s'appelle Viager pour les adhérents, d'ailleurs les non-adhérents. C'est quoi ce service ? Et c'est un service qui existe depuis déjà une dizaine d'années, donc de pouvoir proposer cette offre de viager, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, l'immobilier, le logement, c'est un des déterminants essentiels. Et donc au moment de la retraite, de la transition, on peut avoir un besoin de liquéfier son patrimoine, de faire des travaux. Et on l'a rénové cette année, cette offre viagère, en prenant en charge pour les adhérents UMR une partie des frais de rénovation énergétique. Donc, c'est une contribution aux transitions, c'est un logement plus confortable pour l'adhérent et puis qui bonifie sa valeur également. Donc, ça a du sens. Ok.
maintenant, on rentre dans l'actualité, dirons-nous, plus incertaine. Le Rassemblement national a annoncé que dans sa niche parlementaire, il demanderait la suppression de la réforme des retraites. Michel Barnier a dit hier qu'il fallait réfléchir au texte qui avait été voté. On a un peu au prou le sentiment qu'il va y avoir une augmentation des impôts pour les contribuables les plus aisés. Alors, je vais vous demander de regarder dans la boule de cristal, mais je ne ressortirai pas vos propos lors de la prochaine émission. Mais je voudrais comprendre un peu les raisonnements. Est-ce que cet environnement d'incertitude vous paraît être propice aux affaires ou défavorable aux affaires? Nicolas, je commence avec vous parce que notamment dans les populations, on évoquait tout à l'heure l'éducation nationale et les fonctionnaires, c'est des gens qui ont une visibilité assez forte sur leur retraite. Est-ce que le fait d'avoir de la visibilité, ça freine, ou est-ce que le fait d'avoir de la visibilité, ça accélère l'action? Alors, je crois qu'on peut voir le sujet sous 3 angles. Déjà, quand on parlait du bilan de la loi Pacte, il faut aussi se rappeler que c'est une période sur ces 55 dernières années où on a beaucoup parlé effectivement de réforme des retraites. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois des craintes sur le sujet. Donc là, il y a une approche un peu majoritaire sur le marché, un peu chiffon rouge, attention, baisse de revenus, taux de remplacement. Donc oui, il faut être lucide par rapport à ce sujet-là. En même temps, si les revenus baissent, les dépenses peuvent baisser aussi. Est-ce que c'est constant sur 20-30 ans d'une période de vie? C'est pas dit. Bon, voilà. Après, nous, c'est le point que vous évoquiez, on croit aussi beaucoup au fait de démarrer au plus tôt, dès jour 1 de sa vie professionnelle, pour lisser l'effort d'épargne dans la durée. Et donc ça, c'est un côté anticipation, responsabilisation, qui est tout à fait important. On le voit que des jeunes, à la fois on parlait des enseignants, moyenne d'âge de souscription 31 ans, parce qu'effectivement ils ont une lisibilité, une capacité à anticiper. Les jeunes, ça les fait kiffer l'épargne retraite ou pas? Alors dans épargne retraite, ils disent mais de quoi vous parlez? Et ça on l'a testé dans travaillant avec des étudiants. Par contre quand ils disent ah oui mais dans épargne retraite il y a épargne, là vous commencez à m'intéresser. Parlons-en, investir sur quoi, comment, là... D'accord, donc l'idée d'avoir des cas de déblocage différents, un peu plus de souplesse, c'est aussi un élément important. Ouais, et je voudrais rajouter un troisième point, qui est sur ces sujets finalement d'épargne retraite, plus on creuse, plus c'est compliqué. Et donc à un moment donné, le facteur clé, c'est la confiance. Confiance dans le conseiller qui en parle, alors qu'il s'appelle gérant, conseiller en gestion de patrimoine ou conseiller mutualiste. Confiance dans la marque finalement qui le porte, confiance dans les partenaires qui permettent de faire vivre tout ça. François-Régis Bernicot, votre sentiment, est-ce que cet environnement anxiogène est favorable à l'épargne et est favorable à la retraite? À court terme, il est incontestablement favorable. Je pense qu'un des ressorts qui tire le marché à la hausse de l'assurance vie, c'est le fait que le taux d'épargne des ménages français n'a jamais été aussi élevé. On atteint 17%. Ça, on voit bien que ces inquiétudes, elles poussent les Français à épargner plutôt qu'à consommer. Donc ça, c'est favorable à court terme. Après, de manière générale, là on va pas uniquement sur la partie retraite, de manière générale, la problématique de l'incertitude fiscale, c'est que ça casse le comportement des agents économiques. S'il y a une incertitude, c'est plus difficile d'investir, c'est plus difficile de prendre des décisions, notamment des décisions dans le long terme. Or, l'assurance vie, c'est un métier de long terme. Donc du coup, c'est pas forcément très bon de changer les repères des épargnants à long terme parce que ça les aide pas à prendre des décisions d'investissement. Après, en ce qui concerne la retraite, par contre, je crois qu'au-delà des soubresauts politiques, on voit bien qu'il y a un sujet de financement des retraites et donc clairement là, ça reste quand même porteur parce que on voit bien que avec les problématiques démographiques, avec les problématiques financières, si demain on veut maintenir un taux de remplacement du système de retraite suffisant pour couvrir les besoins des épargnants, enfin des actifs, sans ponctionner trop l'économie, il faut aussi que les gens mettent de côté de façon individuelle. Et donc ça, c'est un boulevard, quelque part. Un boulevard, alors, en tout cas, c'est une voie de progression importante pour nos activités sur le terrain. Réaction, 2 textes qui ont été publiés ces derniers jours, qui ont leur importance. Un, la Cour des comptes, qui fait une sortie sur les droits de succession, en disant il faut baisser les droits de succession, mais il faut supprimer les niches. Et les 2 niches qui sont dans le pif de la Cour des comptes, c'est l'assurance vie et c'est le pacte Dutreil. Et puis, on a eu, il y a de cela quelques jours, la publication du rapport de l'ineffable Charles-Amédée de Courson, numéro 2 de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, président d'un parti qui a quand même
qui peut avoir un rôle politique non négligeable, parce que c'est peut-être lui qui peut faire des bascules sur des motions de censure, et qui avait travaillé sur le sujet de l'épargne retraite, qui n'a pas pu finir son travail à cause de la dissolution, mais qui a quand même décidé de publier son rapport, et qui, peu ou prou, pointe un certain nombre de choses qui pourraient réduire l'intérêt patrimonial, notamment de certains PER. Vous voyez ça comment ? Typiquement, le débat sur les droits de succession en assurance vie, ça clairement c'est le débat qui potentiellement a le plus d'ampleur. Clairement, si on change les règles fiscales sur l'assurance vie, ça fait clairement partie des points qui me gênent, moi, en tant que dirigeant de compagnie d'assurance, parce que clairement, ça n'aide pas les acteurs à prendre de bonnes décisions dans le temps. Parce que ça, c'est quand même un attribut important aujourd'hui du contrat d'assurance vie, c'est la capacité à transmettre une partie de son patrimoine en franchise de droits de succession. Donc c'est vrai que si effectivement aujourd'hui on vient rogner cet avantage, c'est pas de nature à favoriser la collecte future. Ok. Oui, sur ce point, d'abord le rapport est riche, donc un coup de projecteur sur... De Courson, 178 pages. Alors effectivement, il faut aller au bout. L'UMR a été auditionné dans ce cadre. Il y a plein de choses intéressantes, notamment sur la sortie en rente aussi, auquel il est bon de s'intéresser, parce que finalement, c'est ce qui garantit le risque de longévité aujourd'hui, ce qui n'exclut pas ce qu'on disait tout à l'heure de laisser la liberté, mais on voit qu'à l'approche de la retraite, finalement, 60% du marché choisit la rente. Ajuster la fiscalité, par exemple, pourra être un bon investissement pour la communauté nationale. Ok, dernier point dont je voudrais qu'on parle, c'est le fonds en euros. Alors on commence à avoir des anticipations sur l'État, stabilité, les gerbes, etc. On va parler de tout ça. Déjà, j'ai envie de tester votre côté mutualiste, puisque vous avez différents types de pairs et différents types de typologies de clientèle. C'est le même taux brut pour tout le monde chez vous ? C'est le même taux brut, et puis après, le taux net dépend des frais appliqués, donc variable selon les distributeurs. D'accord. L'an dernier, vous avez sorti 3,9. Ok, 3,9 entre brut, ce qui donne, selon les... 3 ou 3,3 en net frais de gestion, plus des possibilités de booster pour les patrimoniaux selon des tensions du C. La tendance, vous vous dites quoi cette année? C'est... Là, je ne vais pas jouer dans la boule de cristal, donc rendez-vous en fin d'année, mais c'est un marqueur de performance, donc on sera très attentif. C'est un marqueur de performance, y compris en épargne retraite? Oui, et même si historiquement, alors on discutait de l'année dernière, mais historiquement, les fonds euros en assurance, en épargne retraite, sont légèrement supérieurs à l'assurance vie, de par l'allocation de long terme. Et aussi le côté FRPS, moindre exigence de marge. Ok, le point, il est revalorisé de combien? 6% cette année, et l'année dernière, un rendement de 5%. Ok. François-Régis, construction du taux à venir. Les éléments de l'équation, c'est quoi? Ça dépend de l'inflation, forcément. Ça dépend aussi du niveau de repère du livret A. Est-ce qu'il va rester à ce niveau-là? Est-ce qu'il va être boosté? Ça, c'est un repère important, puis ça dépend aussi de... Booster, a priori, c'est peu probable. On a vu Lombard sortir. La sortie l'autre jour au congrès HLM, c'est En tout cas, vous m'interrogez sur les repères, sur les points qui vont concourir à la décision d'eux. Et puis, évidemment, l'état du marché, l'état de la concurrence. Je vous disais qu'on observe aujourd'hui une intensité de la concurrence marquée sur le schéma de l'assurance vie. Donc, clairement, la décision d'octroi des taux, elle s'inscrit dans un contexte commercial qui est ardu. Et donc, on va tenir compte, évidemment, de la réaction de nos confrères dans la fixation des taux. À la fois sur l'assurance vie et aussi sur le périn, même si sur le périn, en tout cas pour ce qui concerne Suravenir, on met plus en avant les performances de nos gestions à horizon, les performances aussi des supports UC qu'on référence, plus que la performance du taux brut en tant que tel. Je voudrais rebondir sur le propos de Nicolas, sur la hiérarchie entre les taux, entre l'épargne retraite et l'assurance vie traditionnelle, parce qu'on entend souvent l'argument de la duration, dire ça a vocation à rapporter plus. Pourtant, lorsque je prends les chiffres de l'ACPR l'an dernier, pour la première fois depuis bien longtemps, je me retrouve dans une situation de 2,60 pour l'assurance vie, 2,59 pour l'épargne retraite. Donc, autrement dit, l'épargne retraite a fait moins bien. Est-ce que vous, dans la philosophie, c'est pas le cas chez vous? Chez vous, quand on regarde il y a une hiérarchie des taux, effectivement, où l'épargne retraite rapporte plus que l'assurance vie, ça vous paraît être une position logique, notamment un peu quelque part pour
récompenser le porteur de l'illiquidité de son épargne? En logique financière, c'est sûr. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le cantonnement, il est effectif que depuis 2023. Hein. Donc, il faut avoir en tête quand même que les investissements qu'on a faits, le cantonnement, c'est le fait d'avoir isolé les actifs du Perrin sur un canton spécifique. Donc maintenant, effectivement, cette logique-là va jouer à plein, alors qu'avant, les investissements, ils étaient quand même mélangés avec l'actif général. Donc, de plus en plus, effectivement, normalement, la duration va jouer. Encore une fois, la date de lancement du Perrin, c'est 5 ans. Hein, donc, il faut laisser un petit peu de temps au temps. Mais normalement, l'effet de duration permet quand même à l'assureur d'investir à plus long terme. Et donc, qui dit investir à plus long terme, c'est aussi capter plus de rendement et c'est aussi plus de diversification. Et normalement, la diversification, elle sert aussi à attirer les rendements vers le haut. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. On poursuit tout de suite avec Solutions Patrimoine et François Régis avec quelqu'un que vous connaissez bien puisque c'est Olivier Dagenac qui nous rejoint à plateau dans quelques instants. Je le disais à l'instant, il est avec nous, Olivier Dagenac, responsable de l'ingénierie patrimoniale de Viplus. Olivier, vous avez de la chance. Je ne vais pas vous interroger sur notre précédent échange dans Solutions Patrimoine. C'était sur le quasi-usufruit et les contrats de capitalisation, puisque Georges en a parlé tout à l'heure dans le journal décalé. Je voudrais qu'on passe aujourd'hui à un moment à réfléchir à une clientèle très particulière. Ce sont les chefs d'entreprise. En quoi l'ingénierie patrimoniale et les CGP peuvent leur être utiles? Bonjour Jean-François. Donc le chef d'entreprise pour un CGP, il est porteur de problématiques particulières, spécifiques, on va dire. Déjà, il va falloir l'accompagner sur le choix de son statut social. Va-t-il être TNS? Va-t-il être quasi salarié? Et lors du développement de son entreprise, eh bien, la prévoyance va être un sujet récurrent, mais aussi les dividendes ou le salaire, l'arbitrage et la structuration patrimoniale, bien sûr, de l'entreprise. Est-ce qu'il faut monter une holding? Est-ce qu'il faut monter une SCI? Et là, vraiment, le chef d'orchestre, ça peut être le CGP. D'accord, avec également, par exemple, des gestions aussi de gestion de trésorerie avec des contrats de capitalisation. Aujourd'hui, je voudrais qu'on... Attention sur la gestion de trésorerie. La gestion de trésorerie, c'est plutôt la banque. Nous, on gère les capitaux de long terme. Voilà, les flux dans les holdings. Sinon, la gestion de trésorerie court terme, c'est plutôt un travail de banquier. Ok, Olivier, je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on se focalise dans notre échange sur un aspect spécifique du chef d'entreprise, c'est la cession de l'entreprise. Comment ça doit être appréhendé? Juste un sujet de valorisation ou il faut le traiter de manière plus large? Alors, le chef d'entreprise, il a souvent la tête dans le guidon. Donc, la cession, il y pense sans y penser jusqu'au moment où on lui met le prix qui arrive au bon moment dans une temporalité, soit parce qu'il veut changer de projet, soit parce qu'il se rapproche de la retraite. Mais cette cession, elle n'est jamais anticipée, réfléchie dans le patrimoine global. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas le moment, avant de réaliser la cession, d'aménager son régime matrimonial? C'est d'une séparation de biens. Il y a quand même une partie des chefs d'entreprise qui sont en séparation de biens. Est-ce qu'on ferait pas une société d'acquet dans ce régime matrimonial? Est-ce qu'on commencerait pas à anticiper la donation au profit des enfants? Est-ce que on a un objectif derrière ou est-ce qu'on souhaite des revenus complémentaires à travers le produit de la cession? Tout ça doit être anticipé en amont. Aujourd'hui, vous constatez quoi? Les chefs d'entreprise, cette anticipation, elle est faite. Quand vous voyez les chefs d'entreprise arriver dans le process, vous vous dites, ils sont prêts ou tout se fait, mais un peu à l'arrache? Alors, eh bien, je vais reprendre votre propos. Tout se fait à l'arrache parce que le chef d'entreprise, ce qui est important, c'est son entreprise. Et il comprend pas bien pourquoi on vient le mêler à son patrimoine privé, pourquoi on vient lui parler de transmission, alors que lui, il est en train de vendre. La vente, c'est un moment extrêmement stressant. On demande un nombre de documents incalculables. C'est des échanges entre les avocats. Donc, pour le chef d'entreprise, on verra après son patrimoine privé. Sauf que pour bien organiser, pour bien structurer ce patrimoine privé, eh bien, c'est avant qu'il faut l'anticiper, le réaliser et prendre les bonnes décisions en amont. Avant, c'est combien de temps? Vous diriez que la recommandation, il faut commencer à lever la tête du guidon de son exploitation quand on veut vendre. C'est quoi? C'est 6 mois? C'est 1 an? C'est 4-5 ans? C'est 5 ans.
5 ans pour faire les choses dans la concertation, la réflexion, peut-être en parler aux conjoints, peut-être en parler aux enfants, mais aussi, vous le savez très bien, il y a des dispositifs fiscaux qui prennent leur efficacité après 3 ans. Le report d'imposition, le fameux 150 0 BTR, eh bien, le report d'imposition est beaucoup plus facile à utiliser après 3 ans d'apport à une holding. Donc, il faut anticiper 3 ans avant la vente de la société d'exploitation l'apport de cette dernière à une holding pour pouvoir bénéficier à plein de ces dispositifs fiscaux. D'accord. Donc, un banquier d'affaires pourra dire on est capable de vous faire une session en 6 mois. Vous vous dites si on veut être raisonnable et si on veut la traiter d'un point de vue patrimonial, vaut mieux largement anticiper et plutôt compter en année qu'en mois. Exactement, exactement. D'autant plus que si vous êtes CGP et que vous discutez avec votre client chef d'entreprise de sa cession d'entreprise pendant le processus de cession, il n'a pas le temps à vous accorder, il a autre chose à faire. Il faut vraiment qu'il réponde aux demandes de l'avocat et de l'expert comptable de la partie adverse. Donc, il a autre chose à faire que de vous parler. Alors que si vous anticipez, toute cette réflexion va être faite dans un climat plutôt serein, plutôt que dans le stress de la cession. Alors, vous venez à l'ingénierie patrimoniale en soutien des conseillers en gestion de patrimoine qui travaillent avec vous. La typologie des dossiers que vous voyez remonter, c'est quoi? C'est plutôt des ventes à des tiers, plutôt des ventes dans la famille. Si on regarde un peu les objectifs patrimoniaux, est-ce qu'ils vous remontent réellement en pratique comme cas? Alors, on va dire que les 4/5e sont vendus à des tiers et 20%, c'est dans le cercle familial. Et paradoxalement, c'est plus compliqué de transmettre à ses enfants que de vendre à un tiers. Parce que, eh bien, quand on vend un de ses enfants, on ne vend pas tous les enfants. Donc, il y a un principe d'égalité entre les frères et sœurs. Il y a des problématiques de poursuite de l'activité, de prix de cession qui se posent de manière plus prégnante que vis-à-vis des tiers. Est-ce qu'il y a des sujets financiers? Ah, toujours. Outre la valorisation? Le partage, la réincorporation à la succession, est-ce qu'on fait une donation partage, qui paye la soulte, quelle est vraiment la valorisation retenue, toutes ces problématiques dans le cercle familial sont beaucoup plus importantes. Allez, dernière petite question. Est-ce qu'il vous est déjà, Georges Delataille nous parle souvent dans le mercato des rapprochements, est-ce qu'il vous est déjà arrivé que des conseillers en gestion de patrimoine vous disent « Cher Olivier, je suis en train d'essayer de vendre mon cabinet, est-ce que tu pourrais me donner un petit éclairage ?» Alors, non, pas sur l'éclairage, qui sont autant capables que moi, mais j'interviens parce que, comme tout chef d'entreprise qui cède, eh bien, ils ont des garanties à mettre en place lors de la cession de leur cabinet, et autant qu'ils les fassent chez Viplus qu'ils le fassent à la banque. Est-ce que malgré tout, quand on veut vendre, d'avoir un apport extérieur, même quand on sait son métier et qu'on sait faire, c'est pas quelque chose d'utile? On peut avoir un petit focus, un petit biais personnel, qui est que quand on est dans un dossier, on manque peut-être parfois un peu de recul? Tu as tout à fait raison, parce que le fait est qu'un CGP classique va être sollicité pour une cession d'entreprise, je vais dire 3 à 4 fois dans l'année. Nous, à l'ingénierie patrimoniale, on est sollicité 3 à 4 fois par semaine. Donc, on a une habitude beaucoup plus, on a plus l'habitude de gérer ce type de dossier. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été avec nous pour Solutions Patrimoine. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et plus encore, on se retrouve le mois prochain, de mémoire. Ce sera le 5 novembre. Ciao.